Bonsoir, sénateur Boisvenu. Bonne soirée à vous, bonne soirée à tous les gens qui sont avec nous ce soir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être avec nous aujourd'hui pour parler vraiment d'un dossier qui nous tient tous à cœur, qui vous tient à cœur, le rôle clé que le Canada a joué dans la production de l'exportation du fentanyl. Le 6 février dernier, vous avez publié sur Facebook une publication sur laquelle vous avez eu près de 900 likes, près de 600 commentaires et près de 8000 partages. Ça a été vraiment un papier que vous avez écrit en relation avec ce qui était sorti sur Radio-Canada. Et ce qui m'amène à vous poser la question suivante, sénateur Boisvenu. Je sais que vous êtes un sénateur retraité, mais pour le bien de l'entrevue, on va quand même vous appeler sénateur Boisvenu ce soir, si ça vous convient, naturellement. Mais la première question que j'ai pour vous, c'est le laboratoire de Falkland, qui est en Colombie-Britannique, a été qualifié de plus grand et sophistiqué du Canada, avec une capacité de tuer, et ça, c'est quand même important, de tuer 2 fois la population canadienne au pays. Comment c'est possible, sénateur Boisvenu, qu'un tel laboratoire ait pu fonctionner sans être détecté plus tôt par des autorités? Premièrement, je pense qu'on ne met pas assez de ressources sur le trafic de drogue de toutes sortes. On se souvient également que le gouvernement de Justin Trudeau a adopté la loi C5 il y a quelques années qui décriminalise une série de crimes liés au trafic d'armes. Et également, lorsque les sentences sont moins de 2 ans, on retourne ces gens-là dans le salon écouler leur sentence. Donc, il y a eu, par rapport au gouvernement fédéral, un laisser-aller sur le contrôle des armes, le contrôle des drogues, ce qui fait en sorte que ces gens-là opéraient presque au vu et au su de tout le monde. Et un retour en arrière, c'est le président Trump, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, qui a menacé le Canada de sanctions économiques s'il ne gérait pas le problème de fentanyl, qui, selon la GRC, qui a paru il y a quelques semaines au Comité sur la sécurité nationale à Ottawa, la GRC qui a confirmé que maintenant le Canada est un pays exportateur. Donc, quelques jours après que le président Trump menace le Canada, ce qu'on apprend, c'est qu'effectivement, Radio-Canada obtient des documents du ministère de la Sécurité publique du Canada qui confirment que le Canada est maintenant un exportateur de cette drogue-là. Et depuis ce temps-là, depuis l'arrivée au pouvoir de Trump, on a démantelé au Canada 4 laboratoires, ce qu'on appelle des super laboratoires, qui produisaient des millions de ces capsules-là, de ces drogues-là, comme vous l'avez dit, qui pourraient tuer 2-3 fois la population du Canada. Et on sait, dans le même article, j'ai été faire des recherches sur le taux de mortalité au Canada. On se disait il y a quelques années que c'était surtout Vancouver qui était touché par le fentanyl. Puis c'est vrai, Vancouver, il y a beaucoup de morts. Depuis 10 ans, c'est 50 000 morts au Canada seulement, 500 000 aux États-Unis. Mais ce qu'on observe depuis 2 ou 3 ans, c'est que cette drogue-là s'est déplacée vers l'Est et maintenant, il y a plus d'hommes surtout qui meurent du fentanyl en Ontario qui s'en meurent en Colombie-Britannique. Donc, le mal est répandu maintenant partout au Canada et on estime que le nombre de morts au cours des 5 prochaines années, si on ne stoppe pas cette drogue-là, va être aussi élevé que le nombre de morts au cours des 10 dernières années. Donc, vous voyez, c'est un problème majeur. C'est assez majeur, comme vous le dites, sénateur Boisvenu. Il y a des rapports qui indiquent que la production de fentanyl au Canada dépasse largement la demande intérieure et qu'elle est maintenant exportée vers notamment l'Australie et l'Europe. Pourquoi le gouvernement Trudeau a-t-il gardé ces informations confidentielles pendant plus d'1 année? C'est la question qu'on se pose. C'est la question qu'on se pose parce que je pense que le gouvernement de Justin Trudeau avait comme intention de décriminaliser toutes les drogues au Canada, comme le fait le Portugal. Mais le Portugal, lorsqu'il a décriminalisé toutes les drogues il y a une dizaine d'années, il y avait un programme de santé publique qui soutenait cette décriminalisation. Le problème au Canada, c'est qu'on voulait décriminaliser toutes les drogues, mais sans avoir une approche de thérapie, de réhabilitation de ces malades-là. La preuve, c'est qu'on remet en question aujourd'hui les centres d'injection qui n'ont fait qu'empirer le problème. Donc, c'est strictement parce que le gouvernement Trudeau
n'avait pas d'intention à laisser filer cette information-là parce que ça mettait en question son approche de décriminalisation. Oui, tout à fait. On sait que le crime organisé mexicain est directement, lui aussi, impliqué dans la production de l'importation de fentanyl au Canada. Est-ce qu'on doit voir une complicité des autorités canadiennes qui ont failli à prévenir cette infiltration criminelle, selon vous? Il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'au Canada, on importe les substances pour produire ces drogues-là. Et ces substances-là proviennent de deux endroits principalement, la Chine et le Mexique. C'est évidemment, le Mexique exporte beaucoup plus de fentanyl aux États-Unis si on compare au Canada. Mais ce qu'on observe au Canada, c'est qu'il y a une augmentation de la production. Et vous venez de le dire, le surplus de cette production-là est maintenant acheminé en Europe, en Australie et aux États-Unis. Ça, c'est le premier problème. L'autre problème, c'est qu'on a déposé au Sénat il y a quelques années, je pense que c'est le sénateur Dalphon qui avait déposé cette loi-là, c'était de donner à Poste Canada beaucoup plus de pouvoir pour inspecter les colis qui viennent de la Chine, pour s'assurer qu'il n'y a pas de fentanyl ou de produits sous-dérivés de produits qui rentrent au Canada. Et ce projet de loi-là n'a jamais été accepté, il n'a jamais été adopté. Bon, incroyable. La Colombie-Britannique, on en a parlé, vous en avez parlé un petit peu plus tôt, sénateur Boisvenu, la Colombie-Britannique a adopté une politique de décriminalisation des drogues dures. Est-ce que cette approche a facilité, selon vous, la prolifération du fentanyl puis a favorisé l'émergence d'une industrie clandestine chez nous en sol canadien? Vous faites bien de mentionner la Colombie-Britannique. Effectivement, la Colombie-Britannique avait eu l'autorisation du gouvernement fédéral de décriminaliser toutes les drogues. Mais il y a à peu près un an et demi, la Colombie-Britannique est revenue sur cette décision-là. Et même aujourd'hui, la Colombie-Britannique remet en question les centres d'injection où autour de ces centres-là, il y a beaucoup de criminalité. L'autre problème, c'est en maintenant ces gens-là dans la consommation de la drogue, ce qu'on a observé en Colombie-Britannique, c'est qu'ils retournent sur le marché criminel où ces drogues-là se vendent à 2 ou 3 $ la capsule. Donc, ça n'a eu aucun impact sur la vente illégale et ça n'a pas eu d'impact sur la réhabilitation de ces gens-là, qui, pour moi, m'apparaît la seule avenue positive, c'est de sortir ces gens-là de cette consommation-là et de leur donner des traitements médicaux pour qu'un jour ou l'autre, ces gens-là deviennent des citoyens sobres. Parce que le fentanyl, vous le savez, c'est une drogue mortelle. Absolument. Vous savez, ça me fascine de constater que plusieurs notes confidentielles obtenues via la loi à l'accès à l'information montrent que les services de renseignement canadiens et américains étaient déjà conscients du problème. Est-ce que le gouvernement Trudeau a délibérément fermé, selon vous, les yeux pour éviter d'endosser une part de responsabilité rattachée à ce trafic de drogue fentanyl? On ne peut pas dire que le gouvernement Trudeau, volontairement, a laissé aller le crime organisé pour qu'il tue autant de gens au Canada. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu un laxisme dirigé qui existe depuis 9 ans au niveau du trafic d'armes et trafic de drogue. Ça, c'est évident. Il y a eu une déréglementation au code criminel pour être moins sévère, alors qu'on aurait dû avoir une avenue contraire, d'être encore plus sévère. Et lorsqu'on vend une drogue mortelle, comme le prévoit Pierre Poilievre dans son programme, ça devrait être une sentence au minimum entre 15 et 20 ans parce que vous vendez une substance mortelle. C'est comme si vous donniez un exemple, une arme à feu à un enfant en disant « tu peux jouer avec, puis l'arme est pleine de balles ». C'est un acte criminel très, très grave. Et moi, je compare la vente de fentanyl à une vente d'armes à feu chargées à des enfants. C'est à peu près la même chose. Oui. On a répertorié, d'après le Service canadien de renseignement criminel, 235 groupes criminels organisés qui seraient impliqués dans le trafic de fentanyl au Canada. Comment expliquer cette explosion du crime organisé en lien avec les opioïdes? On parle de 235 groupes criminalisés et on parle de 4000 criminels impliqués dans ces groupes-là qui vendent maintenant toutes sortes de drogues et la fentanyl est un des produits qu'ils vendent. Pourquoi ça s'est développé de façon exponentielle? C'est encore lié au message du gouvernement lorsqu'on décriminalise, lorsqu'on abaisse la sévérité des lois. Le message qu'on lance au crime organisé, c'est que même si vous faites prendre,
votre sentence va être très courte. Puis comme c'est très, très payant, quelqu'un qui fait, un exemple, 1 million par année à vendre ces drogues-là, puis qui va être sentencé à 18 mois de prison, mais c'est pas cher payé pour faire autant d'argent. Donc, c'est certain que tant ou si longtemps qu'on n'aura pas des sentences exemplaires pour la vente de drogue dure, vente de drogue mortelle, je pense que le crime organisé est mort de rire. Ça m'amène à vous poser, là, à brûle pour point comme ça, la question suivante. Est-ce que Donald Trump avait raison d'exiger au Canada de renforcer sa surveillance aux frontières canado-américaines et d'augmenter de 25 si ce n'était pas assez convenable pour lui, cette surveillance-là? Trump avait raison sur 2 points. D'abord, le fentanyl, on le voit, l'article de Radio-Canada, le rapport du ministère de la Sécurité publique démontre clairement que le Canada exporte des drogues aux États-Unis. Première des choses. Deuxième des choses, il avait aussi raison à cause de l'immigration illégale qui maintenant passe par le Canada et s'en va vers les États-Unis. On le sait que Justin Trudeau, il y a 2 ans, il a fermé le chemin Roxham, mais il a permis aux pseudo-réfugiés de rentrer au Canada maintenant par les aéroports, qui fait en sorte qu'au cours des 2 dernières années, on a reçu au Canada tout près d'1 million de réfugiés. Et parmi ces 1 million de réfugiés-là, on a perdu la trace de 300 000 et on parle d'à peu près 50 000 de ces 300 000-là qui ont des dossiers criminels et plusieurs d'entre eux sont rentrés illégalement aux États-Unis. Donc là-dessus, Trump, il a vraiment raison. Nos frontières sont mal surveillées. C'est un des endroits où Trudeau a le moins investi depuis les 10 dernières années. Et c'est tout récemment qu'il a décidé d'acheter des drones. Même les premiers drones qu'il a achetés aussi, il les a achetés en Chine. Grave erreur. Et ensuite, on a rajouté des ressources aux frontières pour régulariser le passage illégal là, vers les États-Unis ou l'inverse, des États-Unis vers le Canada. Oui, tout à fait. Le gouvernement Trudeau a récemment annoncé la nomination d'un tsar pour lutter contre le fentanyl. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un tsar, c'est un responsable gouvernemental nommé pour coordonner la lutte contre la production et le trafic de fentanyl. Est-ce que c'est une mesure sérieuse ou une simple manœuvre politique pour calmer l'opinion publique avant la visite de Donald Trump? D'abord, ce qui est bizarre, là, c'est qu'on emploie le mot tsar comme Trump l'a employé chez lui. Donc, ça veut dire qu'on a fait preuve de peu d'imagination. On aurait dû appeler cette personne-là directeur du trafic, ou je ne sais pas quoi, plutôt que ça. Ça, c'est la première boutade que je vous dirais. Deuxième des choses, non, ça va prendre plus que ça. Ce n'est pas le directeur assis dans son bureau à Ottawa qui va empêcher le trafic d'armes ou le trafic de drogue. Ça prend beaucoup de ressources. On a une frontière très longue. C'est une des plus longues sur la planète, tout près de 6 000 km. On a des ports d'entrée. Ça rentre par les aéroports. Donc, il va falloir ajouter des ressources un peu partout, alors que Trudeau a coupé presque 40 des ressources au niveau du contrôle de nos frontières, de nos ports, etc. Ouais. Vous l'avez dit un peu plus tôt, sénateur, l'Ontario est devenu une plaque tournante du crime organisé puis des laboratoires clandestins. Le fentanyl fabriqué au Canada, on en a parlé, est expédié en Europe, puis notamment en Australie ou en Océanie, via des alliances entre groupes criminels. Oui. Comment se fait-il, puis vous avez donné des chiffres qui sont assez hallucinants concernant la production de fentanyl qui se fait chez nous, comment se fait-il que ces opérations passent sous le radar des forces de l'ordre aux douanes canadiennes? C'est un peu comme les armes à feu qui rentrent au Canada par les réserves autochtones. Il y a une espèce de gêne politique d'intervenir directement dans ces réserves-là sous prétexte de l'autonomie des réserves. Ça, c'est vraiment un problème politique. Par rapport au cartel mexicain, il a été démontré qu'ils opèrent au Canada. Il y aurait des filières au Canada parce qu'on sait qu'il y a eu une entrée massive des Mexicains au cours des dernières années à cause du chemin Roxham, entre autres, et ces gens-là opèrent chez nous. Malheureusement, le gouvernement actuel, la sécurité publique, la sécurité nationale, pensons à l'Arctique, n'a pas été une priorité au cours des 10 dernières années. Et là, il faut comme rétro-pédaler pour rattraper ces 10 années où on a fait preuve d'absence de contrôle. Le problème est strictement lié au fait que le gouvernement n'était pas sa priorité. Oui. Je veux vous emmener à m'expliquer, ou je veux qu'on parle ensemble ce soir du Québec, puis de cette complicité, cette inaction, puis des responsabilités
politique rattachée au Québec. Il y a des laboratoires clandestins qui ont été démantelés, notamment à Drummondville et Dixiville, où plus d'1 million de comprimés d'un opioïde encore plus puissant que le fentanyl a été saisi. Est-ce que le Québec est en train de devenir un acteur majeur du trafic d'opioïdes au Canada? Ce que je peux dire, c'est qu'à chaque fois qu'on démantèle un laboratoire ou un groupe organisé, on ne touche qu'à la pointe du iceberg. Parce qu'il faudrait multiplier les ressources par 2, par 3 pour avoir une vision d'ensemble du Québec. Je répète aussi, le Québec, il y a 5 ans, il y a 300 personnes qui sont mortes du fentanyl. L'an dernier, c'est presque 1935, je pense. Ça a aussi explosé. Donc, il faut que les gouvernements provinciaux et fédéraux, même municipaux, créent une escouade, comme on l'a fait dans le temps, dans le crime organisé avec Carcajou, avec d'autres escouades intégrées, pour que le municipal, le provincial et le fédéral travaillent vraiment main dans la main, parce que c'est un problème pan-canadien. Il n'y a pas de frontières entre les provinces. C'est un problème nord-américain. Et il faut absolument que nos forces de l'ordre soient intégrées dans la lutte au fentanyl. Sinon, on travaille chacun de notre côté et ça donne peu de résultats. Sénateur Boisvenu, ça m'amène à vous poser la question sur le fait que Justin Trudeau, on en a parlé un petit peu plus tôt, a lui-même voté des lois qui facilitent l'accès aux drogues et qui minimisent les sanctions contre le trafic de fentanyl. Peut-on dire qu'il porte une part de responsabilité dans les milliers de morts causées par cette drogue au Canada de par peut-être son inertie ou son inactivité à la combattre à la juste valeur qu'elle représente en fait de décès chez nous? Si on exclut les crimes liés au féminicide, qui ont augmenté de 60 au cours des 5 dernières années au Canada, si on prend strictement le trafic d'armes et le trafic de drogue, ce sont les 2 crimes qui ont le plus augmenté au Canada au cours de la dernière décennie. Et là-dessus, plutôt qu'avoir une approche préventive et une approche répressive, parce que je pense que face aux trafiquants de drogue, on ne peut pas avoir une approche préventive, il faut avoir une approche d'abord répressive. Bien, Justin Trudeau a fait le contraire. Reculer sur la répression et il a laissé presque libre cours à ce commerce-là. Oui. Vous l'avez élucidé, on parle de plus de 50 000 Canadiens qui sont morts d'intoxication aux opioïdes depuis 2016. C'est énorme. Pourquoi le gouvernement canadien, qui prétend toujours sauver des vies, je vais peut-être reformuler ma question de façon un peu différente, refuse-t-il d'imposer des mesures plus sévères contre les trafiquants et les laboratoires clandestins? Et pourquoi refuser de se soumettre dans ce cas-ci à la demande de Donald Trump de renforcer cette surveillance-là à la frontière canado-américaine? Bien, on le voit là. Trump est arrivé, a été élu au mois de novembre. On est rendu au mois de mars. Ça fait presque 6 mois dans quelques semaines. Et malgré ce délai-là, le président américain, hier, lorsqu'il a rencontré Trudeau, a dit « c'est pas suffisant ». Et je comprends le président américain, parce qu'effectivement, les mesures qu'on a mises en place ressemblent un peu à ce que Trudeau a mis en place depuis 10 ans lorsqu'il y avait un problème qui popait. Pensons au vol de voitures. On se souvient, les vols de voitures étaient un cancer au Canada. C'était des jeunes, 16-17 ans, qui allaient voler des autos pour les gangs organisés. Ces voitures-là étaient envoyées majoritairement en Afrique ou dans les pays là, où il y a peu de contrôle. Et tout à coup, parce que la voiture d'un des ministres s'est fait voler 2 fois, on a fait un comité et là, on a décidé de mettre des ressources au niveau du vol de véhicules automobiles et on a effectivement démantelé plusieurs réseaux qui ont suivi cette modification de la loi. Donc, on le voit, Trudeau n'intervient que lorsque le problème nous jaillit dans la figure. Mais une fois que le problème nous sort et le temps de le réguler, le régulariser, le réduire, mais ça prend des mois et des mois avant de mettre les ressources, avant de mettre ces gens-là en place. C'est ça qui est le problème. Trudeau ne réagit que lorsque le problème lui éclate dans la figure. Est-ce que les médias canadiens ont volontairement, selon vous, minimisé cette crise pour protéger le gouvernement Trudeau? On ne peut pas dire que les médias ont minimisé cette crise-là. Ce que je peux dire, c'est que ce n'était pas plus une priorité pour certains médias que ce l'était pour Trudeau. Et c'est certain, puis je vais prendre l'exemple de Radio-Canada,
qui, on le sait, est dans le collimateur du chef conservateur, surtout Radio-Canada anglais. S'il est élu, il a pris la promesse de réduire les budgets à Radio-Canada. C'est certain que les gens de Radio-Canada, lorsqu'il vient le temps de traiter avec des problèmes du gouvernement Trudeau, ils sont un petit peu plus timides à le faire parce que, dans le fond, ils attaquent en même temps leur gagne-pain parce qu'ils savent qu'il faut maintenir Trudeau au pouvoir parce que c'est lui qui va assurer longue vie à Radio-Canada. Donc, certains médias sont un petit peu en conflit d'intérêts, si vous voulez, quand il y a le temps de dénoncer le gouvernement à ce niveau-là. Oui, vous avez raison. Sénateur Boisvenu, je vais vous amener sur un autre dossier, un dossier sur lequel vous planchez dernièrement. Le 12 mars prochain, vous affronterez, pardonnez-moi, pour la première fois l'assassin de votre fille Julie, tué en 2002 par un criminel qui était en libération conditionnelle. Ce dossier soulève des questions troublantes sur le système de justice pénale, la réhabilitation des prédateurs sexuels et le rôle de la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Vous vous battez depuis pour que justice soit rendue et que d'autres familles n'aient pas à vivre une tragédie similaire. Vous allez, après plusieurs années, confronter cet homme-là qui a assassiné votre fille. Qu'espérez-vous obtenir de cette audience et quelle émotion vous habite à l'approche de ce moment, qui est un moment vraiment traumatisant aussi, j'imagine, parce qu'on revit cet assassinat-là, même 20 ans plus tard? C'est certain que je me présente à la commission mercredi prochain, le 12, d'abord comme père de Julie Boisvenu. Qu'est-ce que ce crime-là a eu comme impact sur la famille? Qu'est-ce que ce crime-là a eu comme impact sur les autres enfants, sur la communauté estérienne? C'est d'abord ça que je veux véhiculer comme message à la commission. Le deuxième message que je vais véhiculer, c'est que devant la loi, les victimes et les criminels à la commission de libération n'ont pas des droits égaux. Écoutez, moi, vous avez vu la publication que j'ai faite, j'ai eu 12 000 partages. Wow. 1,5 million de Québécois et Canadiens ont vu le message. Ça veut dire que la Commission de libération conditionnelle du Canada a perdu beaucoup en crédibilité au cours de la dernière décennie sur son mandat de protéger la population. Donc, c'est certain que le deuxième message que je vais passer à la Commission, c'est que vous ne pouvez pas libérer un prédateur sexuel dangereux qui a à peu près agressé toutes les femmes qu'il a passées dans sa vie. Vous ne pouvez pas l'agresser avec la notion d'un risque acceptable. Vous devez le libérer avec un risque zéro. Et quand j'ai reçu hier le rapport, et c'est une première que je livre chez vous, j'ai reçu hier le rapport de l'évolution de ce criminel-là dans sa participation à plusieurs programmes, psychopathe, problèmes sexuels, problèmes antisociaux, etc. Et cet individu-là, selon ce que j'ai lu, ne fait aucun progrès. Et là, on se préparait à le libérer. Non. Ça n'a aucun sens. Non, donc, c'est sûr que moi, je vais me battre pour faire en sorte que cet individu-là, qui actuellement est dans un minimum, il est à la montée de Saint-François, il peut sortir de temps en temps, je vais dire, ce gars-là doit retourner dans un médium à la Macasa, terminer son traitement pour faire en sorte que ce gars-là, lorsqu'il va sortir du pénitencier dans 2, 3, 4 ans, son problème de déviance, son problème psychopathe soit réglé. Sinon, je vais m'objecter à ce qu'il sorte un jour de la prison. Le système de libération conditionnelle favorise-t-il, selon vous, davantage les criminels que les victimes et leurs familles? Et quels changements devraient être apportés pour assurer une réelle justice, selon vous, sénateur Boisvenu? D'abord, il y a 2 systèmes aux libérations conditionnelles. Si vous êtes blanc et que le criminel est blanc, tout ce que vous avez comme droit, c'est de lire une déclaration devant le criminel. Vous n'avez pas droit d'avoir une interaction avec les commissaires, une interaction avec le criminel. Mais par contre, si le criminel s'est déclaré autochtone, c'est ce qui est le cas du meurtrier de Julie, il s'est déclaré autochtone récemment parce que dans le système carcéral canadien, si vous vous dites autochtone, on vous reconnaît le statut d'autochtone. Vous n'avez pas à faire la preuve héréditaire que vos parents ou vos grands-parents étaient autochtones. Là, par contre, vous êtes dans une audience dans des cercles, comme un peu les rats qui se rencontrent dans un cercle puis qui se parlent entre eux. Donc, c'est un cercle où vous êtes confronté à la figure du criminel et là, vous pouvez interagir avec les commissaires, interagir avec le criminel. Donc, ce que je trouve inadmissible, c'est que là, c'est un autochtone
les conditions sont beaucoup plus permissives pour le criminel parce que là, la décision qui doit être prise, il faut que la décision ait le moins d'impact sur l'incarcération de l'Autochtone. Donc, il y a plus de facilité à être pris vraiment en liberté que s'il serait blanc. Donc, c'est deux formes de justice qui, à mon avis, est inacceptable au Canada. Donc, vous êtes en train de nous dire, si je comprends bien, sénateur Boisvenu, qu'il y a comme 2 poids, 2 mesures, 2 systèmes de justice au Canada, un adapté pour les Autochtones et un adapté pour le citoyen blanc canadien. Oui, parce que depuis 1996, avec l'arrêt Gladue, la Cour suprême a dit, lorsque vous avez devant vous un Autochtone, messieurs les juges, vous devez trouver des alternatives à l'incarcération. Je dis c'est bien, parce que ces gens-là retournent dans les communautés, etc. Mais lorsque vous vous déclarez autochtone dans un pénitencier, lorsque vous êtes remis en liberté, vous n'êtes pas remis en liberté dans une communauté autochtone. Vous allez être remis dans une communauté blanche et vous retrouvez votre statut de blanc. Vous perdez votre statut d'autochtone. Vous voyez, c'est quelque chose qui est tout à fait incongru dans le système. Est-ce qu'on pourrait classifier ça d'un genre de vide juridique à ce moment-là au niveau de la loi? D'abord, il faudrait que lorsque vous êtes dans un pénitencier et que vous pensez avoir du sang autochtone, il faudrait que les règles du jeu soient les mêmes que si vous êtes citoyen où vous devez faire la preuve que votre mère ou votre grand-mère était autochtone, ou votre père ou votre grand-père. Ouais. Ça devrait être la même loi pour les Autochtones incarcérés et non de l'autodéclaration. Absolument. La Commission des libérations conditionnelles parle de risques, vous l'avez évoqué, acceptables, ce qui implique que la société doit tolérer ou assumer une certaine forme de danger ou un certain risque. En quoi cette approche met-elle la population en danger? Et comment peut-on exiger que la sécurité des citoyens soit toujours la priorité absolue? Ça fait 23 ans que je suis dans le système de justice et je peux, à la lumière de mon expérience, détecter des failles dans le système. Un citoyen, un citoyen normal, qui n'a pas affaire avec la justice, participe à cette audience-là, n'a pas la même, je dirais, éclairage sur ce qu'on y amène comme information. Donc, lorsqu'on libère ces gens-là, on les libère souvent dans une espèce de no man's land que les gens ne connaissent pas trop le système. Et lorsque l'individu est libéré et qu'il commet un crime, le problème, c'est qu'il n'y a personne à la commission qui va sortir publiquement en disant « j'ai commis une erreur ». Tout le monde va se cacher. Donc, pensez au cas de Marilyn Lévesque qui est née à Lévis par un récidiviste galaisé qui avait déjà tué une conjointe, mais lorsqu'il a tué Marilyn Lévesque, on cherchait un coupable à la commission, tout le monde s'est caché. Donc, on dit que c'est un risque acceptable pour la société, mais ce n'est pas un risque acceptable pour la commission. Oui, je comprends. On dit à la société, on libère quelqu'un, occupez-vous-en, parce qu'on sait que les ressources pour suivre ces gens-là dans la collectivité sont carrément insuffisantes. Tout à fait, tout à fait. Quand un criminel comme ça est libéré par la commission, puis que ce criminel-là récidive et commet un autre crime, c'est qui devrait être tenu comme coupable ou responsable de cette décision? Il y a deux choses. D'abord, lorsqu'on libère un criminel dangereux, je ne dirais pas les études, mais tous les examens dont l'individu a été suivi, examen psychiatrique, déviance, possibilité de récidive, ces examens-là devraient être rendus publics parce que, dans le fond, l'individu a assassiné un citoyen ou une citoyenne. C'est de nature publique. Pourquoi, lorsqu'on va l'étudier en prison puis qu'on va connaître ses taux de récidive, etc., pourquoi cette information-là, elle est cachée au public? C'est là qu'il y a un problème majeur. Il faut faire preuve de transparence. Et si la commission ferait preuve de transparence, possiblement qu'on ne libérerait pas des individus dangereux quand on sait qu'ils vont commettre un crime dans les mois suivant sa libération. Là, je vais vous poser une question un peu plus personnelle, sénateur Boisvenu. Est-ce qu'on arrive à pardonner à un individu qui a commis un tel geste envers notre propre enfant? Vous savez, vous m'avez déjà posé la question quand j'étais en studio avec vous, il y a peut-être une année ou deux, et j'ai toujours dit que le pardon dans le meurtre de Julie appartient à Julie. Moi, je ne peux pas pardonner pour quelqu'un d'autre. Donc, moi, ce que je veux m'assurer, quand je vais être à la commission, c'est de m'assurer que lorsque cet individu-là va reprendre une certaine liberté, il n'y ait pas d'autre Julie Boisvenu.
je l'ai dit tantôt, son record par rapport à son bilan par rapport aux femmes qui ont passé dans sa vie, c'est un bilan très négatif. Il les a tous agressés sexuellement. Donc, c'est certain qu'un individu qui n'a pas progressé du tout dans le système carcéral, qui n'a pas progressé dans sa réhabilitation, moi, je ne vois pas ce que le pardon fait ici. Un pardon peut être donné à quelqu'un qui reconnaît sa faute, lui il ne la reconnaît pas encore, qui a fait un cheminement spirituel, un cheminement psychologique, qui a fait en sorte que cet individu-là, à partir d'un acte grave qu'il a commis, il a grandi dedans. Lui, il est resté au même point qu'il était. Donc, moi, je dis, Julie va sans doute s'occuper de ce pardon-là quand Hugo Bernier va passer de l'autre côté. En terminant, ma dernière question pour vous aujourd'hui serait, au-delà de votre combat personnel, quel message vous souhaitez envoyer aux familles de victimes et à la population face à un système qui semble privilégier, du moins jusqu'à ce jour, la réinsertion des criminels au détriment de la sécurité publique? Ne perdez pas espoir. La justice, c'est une grande pendule qui va à l'occasion à droite, qui va à l'occasion à gauche. Avec le gouvernement wokiste qu'on a eu depuis 9 ans, 10 ans, le pendule est complètement à gauche. Ouais. Les citoyens le savent. Les citoyens veulent maintenant un gouvernement un peu plus au centre, un peu plus à droite. Et s'il y a un changement de gouvernement, le pendule va revenir. Les gens vont avoir plus confiance dans la justice. Donc, moi, ce que je dis aux victimes, ayez confiance et surtout, ne gardez pas silence. Parlez, et si vous avez des critiques, faites les critiques, mais ne gardez pas un silence de victimes en dedans de vous. C'est ça qui tue les victimes. Peut-on encore avoir confiance à notre système de justice, sénateur? Écoutez, malgré ses failles, c'est quand même un des bons systèmes de justice. Il faut quand même l'améliorer. Il faut que les victimes reviennent au centre du processus judiciaire, comme M. Harper l'avait fait. Maintenant, on a presque écarté les victimes. On n'a pas fait profiter, évoluer la Charte des droits des victimes. Donc, oui, j'ai confiance. Et maintenant, ça va prendre beaucoup de travail pour faire progresser ce système-là vers les droits des victimes. Sénateur Boisvenu, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Vous pouvez être rassuré de nos prières et de notre soutien, notre support, alors que vous allez faire face à l'assassin de Julie le 12, la semaine prochaine, mercredi, le 12 mars prochain. On est avec vous de tout cœur dans votre combat. Et merci parce que vous avez été un sénateur qui a certainement marqué le Canada et le Québec de par votre implication à travers tout ce que vous avez accompli. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous les gens qui étaient avec nous, Secto, puis que Dieu vous protège. Merci beaucoup. Vous savez, face à la montée du crime, au silence des autorités, à la destruction causée notamment par le fentanyl, il est clair que le monde s'enfonce toujours plus en plus dans la déchéance. Mais je souhaiterais ce soir redire qu'il y a un monde en déchéance, il y a une espérance. Cette espérance se retrouve seulement en Jésus-Christ. Lui seul est la vraie solution, le seul capable de transformer les cœurs et d'apporter un changement durable dans chacune de nos vies, et ce, peu importe notre passé. Comme le dit le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4, le verset 12, « Il n'y a pas de salut, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné par les hommes par lequel nous devrions être sauvés. C'est en lui que réside l'unique voie vers la justice et vers la restauration. »